sur la question de la silver economy, un secteur dont on nous promet une grande croissance depuis de très nombreuses années. C'est bien la question qui va nous occuper d'ici 11h45. Donc, en fait, voici nos trois invités. Je vais vous les présenter et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Le débat va être animé par Lloyd Cherry, qui est journaliste au Point. Bonjour. Et nos trois invités, donc Mathieu Faure, qui est docteur en informatique, membre de l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité. Mélissa Petit, qui est docteur en sociologie et spécialiste de la silver economy. Et Jacques Rubio, directeur général de Kaufmann & Broad Grand Sud-Ouest. Lloyd, c'est à toi. C'est parti, super. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là un samedi matin pour écouter et peut-être parler avec nous sur la silver economy. On va commencer tout de suite avec Mélissa Petit. Mélissa Petit qui a aussi créé une entreprise qui s'appelle Mixing Generation, qui est un bureau d'études et de conseils qui accompagne le monde économique vers toutes les problématiques liées à la silver economy et à la longévité. Et justement, Mélissa, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de la silver economy ? Oui, lançons le débat en posant un peu les bases de ce qu'est la silver economy. Ça a été lancé en 2013 par la ministre de l'époque, Michèle Delaunay, qui a lancé cette filière et qui lui a donné donc comme nom la silver economy, qui est d'une certaine manière l'économie pour les plus âgés. Alors silver pour le sujet, le rapport plutôt aux cheveux blancs. Et donc, à ce côté, cheveux blancs, cheveux argentés. Et donc, c'est toute l'économie qui se crée pour les personnes âgées. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, et ça, je vais vous poser la question à tous les trois, old is beautiful? Mathieu? Alors, old is beautiful ou all is beautiful? Parce que si tout est beau dans la silver economy, non, actuellement, pas encore. Le problème de la silver economy, c'est qu'on est parti d'un constat qui est implacable, en fait, c'est le vieillissement de la population. C'est-à-dire à peu près un quart de la population actuelle en France qui a plus de 60 ans et 33% en fait d'ici 2050. Et à partir de ce constat-là, on s'est dit, mais donc il va y avoir un besoin, donc on va faire de la silver economy. Le problème, c'est que on l'a fait avec aussi tous nos idées reçues, nos stéréotypes qu'on a sur l'agisme. Et donc, ce premier mouvement en fait de la silver economy, il s'est dédié en fait à des personnes âgées très dépendantes, avec une vision en fait très liée au sanitaire. Et donc, je pense qu'on a raté en fait ce premier aspect de la silver eco, malheureusement, qu'on est en train de reprendre réellement, en train de se dire, les personnes âgées, ce n'est pas que des personnes âgées, du coup, dépendantes en EHPAD. Les gens de plus de 60 ans, en fait, vieillissent en bonne santé, pour la plupart d'entre eux, en fait, et heureusement, ils ont des besoins, en fait, qui sont liés certainement comme l'ensemble de la population. Jacques Rubio. Bonjour. Sur la silver economy, moi je vois trois paliers. Il y a le premier palier des 60-65 ans qui prennent juste la retraite et qui souhaitent rester chez eux. Donc il faut qu'il y ait des logements adaptés qu'on leur propose, qu'ils puissent vivre chez eux le plus longtemps possible. Et ensuite, il y a la partie des 80 ans, 85 ans et plus, tant qu'ils restent totalement indépendants, qui peuvent vivre, qui souvent parfois sont seuls, ou en couple, qui souhaitent des services et vont vers la résidence, ce qu'on appelle la résidence senior. Et ensuite, quand ils sont indépendants, c'est plutôt vers l'EHPAD. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en EHPAD, les départements, l'État n'en développe pas comme ça se faisait il y a 20 ou 30 ans. Et deuxièmement, on est beaucoup plus nombreux, vu qu'aujourd'hui, il y a un tiers de la population qui souhaite rester chez elle, dans le logement, dans le quartier où ils vivent, que dans les 30 ans à venir, il va y avoir plus de 76% un tiers de la population qui va avoir plus de 60 ans, et les 85 ans, plus de 5 millions dans les 30 ans. Donc il faut, et il y a effectivement une demande importante qui va le devenir de plus en plus. Et souvent, moi je dis, je compare à la résidence étudiante des années 80-90. La résidence étudiante 80-90, on n'en faisait pratiquement pas. Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, ces résidences étudiantes, nous en faisons et qui est adapté à un marché
nouveau et qui n'a plus rien à voir de ce qui se faisait il y a 30 ans. Pour compléter, c'est sûr que quand on parle de silver economy, c'est tout de suite les 55 et plus, et que dans à la fois les entreprises, le monde économique, les politiques publiques ont surtout focalisé au début sur ce côté sanitaire, soins, services, alors qu'il y a toute une frange de la population qui n'a pas encore ou qui est peu, je dirais, adressée. Et sur le côté old, c'est vrai ce qu'a souligné Mathieu, le côté old, et c'est vrai que c'est plutôt... je dirais tous les âges sont beaux et que spécifier que sur les plus âgés, les plus jeunes, c'est comment on arrivera aussi, je dirais, à redonner de la beauté à chaque âge et encore plus pour les plus âgés, on arrivera aussi à faire un pas de plus sur abattre et lutter contre nos idées reçues, lutter contre l'agisme, parce que c'est aussi redonner de la valeur et de la beauté à chaque âge. Et justement, on va continuer avec vous, Mélissa. Qu'est-ce que font les pouvoirs publics ou les régions pour se préparer à la silver economy? Puisque, comme a dit Jacques Rubio, en 2050, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Donc, il faut peut-être qu'on s'y mette. Oui, alors les pouvoirs publics sont en train de s'y mettre à la fois au niveau national et au niveau plus local. Et je pense que Mathieu, sur le sujet de l'Occitanie, reviendra sur ces points-là. Et au niveau national, il y a à la fois la V2 du lancement de la Silver Economy, de la filière, qui a été relancée donc, le 22 octobre dernier avec un comité de filière, avec la volonté d'apporter des pistes d'action pour janvier 2019. Et puis, en parallèle, il y a aussi le lancement de la réflexion, de la consultation pour la loi sur les aînés. Et donc là, on est toujours sur les plus âgés. Donc, il y a, je dirais, au niveau national, des choses qui sont en train de se faire, des choses qui sont en train de se réfléchir de manière assez rapide, puisque tous doivent rendre des pistes et des rapports sur le début d'année. Mais à côté de ça, on peut se poser la question de est-ce que demain il y aura vraiment quelque chose d'effectif? Est-ce que les pouvoirs publics, à partir de ces rapports, mettront vraiment en place des choses importantes? Il y a certes cette consultation citoyenne, on va chercher le discours et la parole des gens de tous les âges, mais aussi des aidés. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin sur la co-construction des politiques publiques quand on parle de ce sujet-là? Et puis derrière, de fait, quelles vont être réellement les modalités qui vont être prises en place? Et parler d'un niveau national, c'est aussi se rendre compte qu'à un niveau local, il y a aussi une ébullition de projets, de réflexions sur ce sujet. Et Mathieu Faure, justement, vous avez remis en 2018 un rapport sur la Silver Economy pour la région Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les conclusions de ce rapport et qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, effectivement, pour replacer dans le contexte, l'ancienne région Midi-Pyrénées, en fait, avait déjà fait un travail en tant que Silver Région, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Et donc, avec cette nouvelle grande région, Occitanie, ils sont venus nous voir, donc la fondation I2ML que je représente, pour leur remettre un rapport pour qu'est-ce qu'on devrait faire, comment devrait s'animer cette filière Silver Economy. Et justement, les constats, un peu les conclusions assez rapidement, c'est d'abord ce que je disais un petit peu en introduction, c'est qu'on a peut-être mal ciblé en fait la Silver Economy sur un volet très dépendance, alors qu'il y a une frange de la population de 50, en fait 75-80 ans, qui a des besoins spécifiques, mais sur lesquels on n'a pas de réponse. Et on s'aperçoit que lorsqu'on va interroger en fait ces personnes, qu'est-ce qu'ils souhaitent en fait? Ils ne souhaitent pas forcément de la sécurité, du coup de la santé à tout prix. Ils vont consommer quoi? De la culture, du tourisme, du loisir, en fait, de l'alimentation. Voilà. C'est des choses finalement que, bon, comme tout en chacun, mais c'est ceux qui portent généralement en fait ces secteurs d'activité-là dans notre région. Et ça tombe bien parce que dans notre région, on a des atouts fondamentaux en fait sur ces secteurs-là en termes de culture, de tourisme, de loisirs. En fait, c'est impressionnant. Et donc, on a proposé à la région d'adapter justement ces services-là à ce public senior. On pourrait parler d'accessibilité en fait, mais c'est pas que ça. Pourquoi? Parce qu'on sait en plus que ce qui peut profiter du coup aux plus fragiles va à la fin profiter à tout le monde. Et donc cette vague de fonds que peut porter en fait la Silver Economy, au final, elle sera bénéfique pour l'ensemble de la population. Bien entendu, il y a aussi d'autres filières d'avenir que l'on a en région, en fait, pour lesquelles la Silver Eco sera portée. On pourrait bien entendu parler de la santé connectée ou les nouvelles technologies au domicile, mais c'est pas forcément le besoin primaire. Jacques Rubio, pourquoi une société comme Kaufmann & Broad s'intéresse-t-il à la Silver Economy?
Le Koevoorden s'engage parce qu'on voit la quantité de personnes, le nombre de personnes qu'il va avoir dans les 10 ans et 30 ans à venir. C'est logique que toute société qui travaille dans l'immobilier, et en particulier dans le logement, s'adapte et voit ce qui va se passer dans le développement des années futures. Et pour répondre par rapport au pouvoir public, je dirais qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics et les collectivités ne sont pas adaptés vraiment aux nouvelles résidences seniors qui commencent et qu'on voit se construire de plus en plus. Je vous cite 2 exemples. Dans un PLU, la résidence senior, elle est obligée d'être déclarée en logement parce que ça devient la résidence principale de ceux qui habitent. Mais dans un PLU, quelles que soient les villes, j'ai des exemples très concrets. Nous avons construit une résidence senior où il fallait 1,6 parking par logement. Et dans une résidence senior, aujourd'hui, on sait qu'il y a 25-30% de personnes qui ont le véhicule avec eux, vu que les résidences seniors nouvelle génération viennent plutôt dans les centres-villes, dans les quartiers, pour que les gens restent dans le quartier où il y a du commerce, il y a une vie active et qu'il y ait de la diversité dans le même quartier. Et on nous oblige aujourd'hui, dans la plupart des PLU, de construire autant de parkings que de logements, voire 30 ou 40% de plus. Et nous, on s'est trouvé dans un cas où on a construit une résidence, 2 niveaux de sous-sol. Il y a un niveau qui est occupé et le deuxième niveau de sous-sol est inoccupé, ça sert strictement à rien. Donc, au pouvoir public, il ne faut pas aller chercher de l'argent, il n'y en a pas. Et comme on nous explique, et ce que je comprends très bien, si on va chercher de l'argent, à un moment donné, il y a un impôt quelque part. Parce que l'argent, il ne vient pas tout seul. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parfois, on pourrait améliorer certaines normes à certains niveaux, mais il faudrait qu'il y ait d'autres normes qui soient diminuées. Et je prends qu'un exemple et à d'autres du parking, qui ne sert à rien et qui coûte de l'argent et qu'on pourrait le mettre ailleurs sur ce secteur-là. Et au niveau de Kaufmann & Broad, on a une équipe de développement sur tout ce qui est écologie, silver economy, où on fait de la recherche pour les 15 ans à venir dans le futur habitat et dans la nouvelle urbanisation de quartiers de villes, de la diversité et de la mixité sociale dans les quartiers. Oui, Mélissa, allez-y, oui. complétez. Mais oui, il y a vraiment derrière ce sujet à la fois de la conception universelle. C'est-à-dire que si je fais pour les plus vulnérables ou les plus fragiles, ou en tout cas sur des problématiques un peu plus extrêmes, eh bien, j'accepte de changer la situation pour tous. On le voit sur la mobilité, ou quand on arrive à faire, je dirais, des rues où on peut tous circuler, où on peut circuler en sécurité, alors pas avec le terme sécuritaire qu'on pourrait avoir sur d'autres sujets, mais avec une mobilité fluide, eh bien, ça sert à tout le monde. Et l'idée, c'est de se dire, sur tous les sujets de la société, eh bien, faisons de la conception universelle, on arrivera à avancer. Et peut-être un peu une petite réflexion critique sur les finances des pouvoirs publics. Il y a quand même aujourd'hui un poids financier avec la conférence des financeurs au niveau des départements. Et donc, il y a un certain nombre de projets qui sont financés de cette manière-là, fléchés ou pas fléchés. Et il y a quand même donc de l'argent qui existe, et c'est de se dire, OK, on finance des projets, et comment on arrive aussi à les évaluer, à faire des études d'impact et se rendre compte que est-ce que les projets qui sont financés servent vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment en lien avec les besoins et les comportements, les désirs des individus. Mathieu Faure. Oui, Mathieu Faure, la silver economy, disait Arnaud Montebourg, devait être une chance et une opportunité unique pour l'économie française, au même titre que la transition écologique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et j'ai 5 minutes. Parfait. Alors, oui, c'est une chance. Mais, une fois de plus, la silver economy, elle est assez culturelle. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à une phase de la population qui, notamment, va consommer des biens de loisirs, de consommation, en fait, tourisme ou autre. Et à ce niveau-là, à la fois, on a un savoir-faire en fait, français qui est indéniable en ce sens, et de deux, c'est souvent des emplois qui sont assez peu délocalisables. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de culture, de tourisme, de loisirs, vous pouvez bien entendu partir à l'étranger en fait pour faire du tourisme de loisirs, mais la plupart du temps, vous allez consommer en fait de la culture localement en fait. C'est pareil pour les loisirs aussi. Et donc cette silver economy, elle peut pousser bien entendu l'économie française.
Et au-delà de ça, je pense qu'on a une vraie savoir-faire, une vraie ingénierie, notamment, et là je vais peut-être aborder un autre sujet sur les nouvelles technologies par rapport à la machine. On a actuellement une hégémonie, en fait, notamment américaine, vis-à-vis de ces nouvelles technologies-là, qui s'adressent à un public, en fait, du coup, qui est assez concret et tout venant, en fait, avec des technologies que l'on a tous dans notre quotidien. Je pense qu'on pourrait, nous, adopter une démarche, en fait, aussi intéressante sur comment ces nouvelles technologies peuvent être beaucoup plus inclusives. Comment ces nouvelles technologies qui aussi excluent énormément, en fait, pourraient inclure la plupart des gens, donc en s'intéressant à leurs usages, à leurs besoins, aux pratiques professionnelles. Et je suis persuadé que si on adopte ce schéma-là, c'est un schéma qu'on pourra exporter, parce que la silver economy en France, le vieillissement de la population, il n'est pas que français. Vous allez du coup, en fait, dans n'importe quel pays de l'Europe, ou même du coup dans le monde, les populations vieillissent. Et je pense que cette ingénierie-là, en fait, si on la développe, on pourra aussi en faire une richesse, une force, en fait, pour l'étranger. Mélissa Petit, quel conseil vous donneriez pour une entreprise qui voudrait se lancer dans la silver economy ? J'en donnerai plusieurs, mais alors je pense que je ne serai pas exhaustive. Le premier, c'est vraiment aller chercher les besoins, rencontrer les utilisateurs pour aller comprendre leurs usages, pour faire en sorte de les inclure, de les inclure au tout début. Et puis pour comprendre véritablement ce qu'ils ont réellement besoin et pas créer un produit ou un service qui viennent juste de l'esprit du start-upper. Le deuxième point, c'est, je dirais aussi, alors après c'est aussi ma vision, c'est comprendre, faire une étude d'impact et donc l'évaluer tout au long du parcours. Et un troisième et quatrième point, mais en tout cas le troisième point, c'est, je dirais, véritablement aussi aller comprendre le modèle économique. C'est important d'aller chercher son marché. Il y a vraiment un sujet, donc je dirais comprendre les gens, savoir le modèle économique, parce que derrière, c'est comment on accède au marché et comment aussi on va vendre le produit ou le service. Et le quatrième point, c'est éviter la stigmatisation. Éviter des produits qui sont malgré tout étiquetés 100% seniors, sortir de cette stigmatisation, aller faire attention à la communication, faire attention aux mots qu'on met derrière le produit. Jacques Rubio, vous voulez réagir ? Si, je complète, je suis tout à fait d'accord. Et ce on dit, les nouvelles résidences destinées aux seniors, qui est une nouvelle génération, qui vivent dans les quartiers et que les gens restent dans la vie active et qu'ils ne soient pas déconnectés entre la vie qu'ils ont dans le logement actuellement et s'ils se changent, s'ils vont dans une résidence un peu spécialisée, qu'ils ne se trouvent pas déconnectés. Et il faut faire absolument attention en termes des mots, des aménagements qu'on fait, que ce soit le plus proche possible de la vie de tous les jours et qu'on puisse retrouver ces résidences dans les quartiers où on retrouve le commerce de proximité, que dans les 300 à 400 mètres de ces résidences, il y ait vraiment la vie de quartier. Et ce que nous créons, nous, par exemple, dans le rez-de-chaussée de ces résidences, on crée un restaurant qui est ouvert au niveau du quartier et on crée très souvent une crèche et que la crèche soit connectée également avec ce restaurant, que les enfants ou les petits-enfants qui vont venir puissent amener des gamins, les mettre et vivent avec tout le monde pour que ces gens ne soient pas déconnectés de la vie active, ce qui est très important. Alors, on va maintenant faire participer... Oui ? Vas-y, Mélissa. Sur le sujet de l'habitat, c'est sûr, c'est habiter dans son logement, dans mon chez-moi, avec mon intimité, mon histoire personnelle, mais c'est aussi donc habiter sur cette mobilité et sur ce pouvoir circuler dans la ville, et aussi cet ancrage sur la proximité, le territoire, le local, les activités qui se passent au sein du quartier. Mais c'est à la fois faire venir, comme ça a pu être dit, mais c'est aussi pouvoir toujours continuer à sortir. Et je prends juste un exemple. Il y a le sujet de l'EHPAD hors les murs aujourd'hui qui est en train de se développer. Et sur un entretien que j'avais avec un professionnel qui lance donc une expérimentation, elle disait, mais nous aussi, ce qui nous pose question, c'est qu'en fait, la mobilité, on ne peut pas attendre la personne en bas de chez elle pour l'amener aux activités de l'EHPAD, mais on doit venir
à son domicile pour l'aider à mettre, alors c'est des personnes très fragiles, à mettre le manteau, à prendre le sac. Et donc c'est adapter, je dirais, la pluralité des possibles en fonction des besoins qui sont pluriels des individus, que ça soit venir chercher en bas, pouvoir accompagner au bras, et être dans cette idée que vieillir, quand on est sur des âges très avancés, mais c'est aussi pouvoir, ce qu'on disait rapidement tout à l'heure, être visible dans la ville. Et donc cette visibilité est vraiment importante de ce corps âgé qu'on voit circuler. Merci pour la précision. On va maintenant faire participer le public. Vous allez pouvoir voter sur les prochaines tendances de la Silver Economy. Alors, je vais demander à Yanis, qui a la régie, de diffuser la première image. Et vous allez avoir donc le choix entre 4 possibilités. Et on va, à chaque fois, on va vous faire voter et on fera réagir nos intervenants. Alors, on attend simplement que... Parfait. Alors, quelle transformation pour demain? Vous avez la supermarché distribution, l'électroménager, les livreurs et les automobiles. Alors, c'est très simple, hein. Il suffit de lever la main. Qui pense que c'est la supermarché et la distribution qui sera une des grandes tendances de demain en Silver Economy? Personne? Très bien. L'électroménager? Une personne, 2 personnes, 3 personnes, très bien. Les livreurs? Ah, beaucoup plus nombreux là, cette fois-ci, très bien. Et les automobiles? Alors, c'est plutôt les livreurs qui ont la cote. Qui veut réagir à ça entre vous trois? Mathieu. Alors, sur les livreurs, je ne suis pas forcément du coup expert du domaine, mais ce qu'on s'entend déjà, c'est quoi? C'est-à-dire notamment tout ce qui est les nouvelles formes d'économie en fait, collaborative du type Deliveroo ou autre, c'est bien ça en fait. Ce qui est sûr, c'est que, une fois de plus, on est en train de développer un ensemble en fait, de fonctionnalités, de services qui, pour 75-80% de la population, en fait, sont fabuleux. C'est-à-dire qu'on est en capacité, dans notre smartphone, en 2 secondes, d'avoir à peu près tout ce qu'on veut, mais pour besoin que nous, on veut. C'est-à-dire, moi, en tant que cadre supérieur, parce que j'ai plus le temps de me faire à manger, je peux commander en fait, n'importe quel bon repas le soir et je me faire livrer en 5 minutes chez moi. Très bien. J'ai la nouvelle intelligence artificielle de Google, parce que je suis un cadre supérieur et que je n'ai même pas le temps de prendre un rendez-vous, qui appelle pour moi, en fait, le coiffeur qui prend rendez-vous. Très bien. Est-ce que réellement, en fait, ces besoins et ces services sont adaptés à l'ensemble de la population et est-ce qu'ils répondent du coup aux besoins notamment de cette personne âgée, de ces silvers? Et donc, au-delà du concept en fait des livreurs, j'ai plutôt envie d'interroger en fait ceux de ces nouveaux services en fait de la nouvelle économie, des nouvelles technologies, se dire réellement ces personnes âgées ont des besoins en fait et interrogeons-les en fait qu'elles conçoivent elles-mêmes les besoins. Si vous prenez une équipe de R&D bien définie, avec un peu de chance, vous aurez des hommes et des femmes. Quoique, malheureusement, avec un peu de chance, vous aurez des gens de profils sociaux différents. Vous n'avez pas de personnes âgées dans une équipe de R&D. Par définition, elle est à la retraite. Donc on conçoit toujours pour eux, en fait, du coup, mais jamais avec eux. Et donc essayons au contraire, en fait, de partir dans le besoin, mais de les faire vraiment, eux, innover, en fait, et pas nous à leur place. Très bien. On va passer à la deuxième slide. Yanis, s'il te plaît. Alors, ça va arriver. Est-ce qu'il va y avoir un vote aussi? Il y aura aussi un vote. Alors, pour quelle transformation pour demain? Donc, 4 choix. Assurance, médecine paramédicale, aide à domicile, exosquelette et sécurité. Donc, tendance pour demain sur la Silver Economy. Qui vote pour les assurances? Personne. Qui vote pour médecine paramédicale, aide à domicile? Ah oui, je pense qu'on a peut-être un gagnant. Qui vote pour les exosquelettes? Ouais, 5. Et pour la sécurité? Très bien. Alors, médecine paramédicale, aide à domicile, qui veut répondre? Oui, je veux bien me lancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, personne vote pour sécurité et assurance et que derrière, ça pose la question de la gestion des données, de la protection des données, une question d'éthique, en fait, qui doit être posée aujourd'hui et demain. Et comment aussi, en fait, en tant qu'individu, on va
pouvoir avoir un regard ou non sur ces données. L'autre était les questions de santé. Et il y a un vrai sujet à la fois de pouvoir, je dirais, mailler et coordonner les services d'aide, de soins et de services pour les plus âgés, mais aussi, je parlais d'EHPAD les murs, on parle d'hôpital à domicile, et comment on a aussi cette question de désertification d'un certain nombre de territoires sur le territoire français. Donc se pose la question déjà, est-ce que je vais avoir une offre? Et ensuite, est-ce que j'ai une offre adaptée? Et qu'est-ce qui va être proposé et surtout maillé et coordonné? Mathieu. Sur les services à domicile, je rajouterai juste quelque chose. C'est des personnes très dévalorisées. Enfin, des métiers, pardon, excusez-moi, des métiers très dévalorisés. C'est des métiers, en fait, notamment où la valorisation salariale déjà en fait est très très faible, mais à la limite, bon, on dira que qui paye et je peux le comprendre. Mais il y a un immense effort à faire au niveau de la formation. C'est déjà en fait que parce qu'on estime que nettoyer chez quelqu'un en fait ou laver quelqu'un, tout le monde peut le faire. Alors actuellement en 2-3 heures, j'exagère un peu en fait, hein, grosso modo, on peut vous envoyer. Et finalement, c'est pas bon tant pour la personne qui se fait aider, c'est pas bon pour l'aidant non plus qui parfois se retrouve avec des vraies difficultés en fait à retrouver chez quelqu'un qui peut avoir des déficiences cognitives ou autre, comment faire, et en plus en termes de dévalorisation, parce qu'on lui donne l'impression que finalement son métier, ou quelqu'un qui fait ce métier-là depuis 20 ans, n'importe qui peut le faire. Et donc on a un énorme travail, je pense, à faire autour de la formation, qui permettrait aussi de recréer le coût de l'emploi, et là, une fois de plus, non délocalisable dans notre pays, sur comment accompagner ces personnes, sachant que le service à domicile, c'est malheureusement souvent un des seuls liens qu'a la personne, en fait, du point de vue d'un lien social qu'elle a au quotidien, en fait. Hein. C'est 1 million de personnes en France qui n'ont pas parlé à quelqu'un depuis 1 mois. Hein. Donc du coup, un service à domicile, si elle n'a pas une formation en termes de, sans devenir non plus docteur en psychosocial, mais justement de comprendre les interactions avec un être humain, comment l'aborder, toutes ces choses-là, en fait, alors on n'a rien compris au métier de service à domicile. Est-ce qu'on peut donner le nom de start-up? Oui. Il y a la start-up À l'Envie, qui est alors pour l'instant juste en région parisienne, qui commence à, je dirais, créer de nouvelles modalités sur les services d'aide et qui revalorise le métier d'accompagnante, d'aide à domicile, et surtout en fait qui propose un 35 heures par semaine, ce qui est aussi en fait au-delà de la formation, c'est des métiers précaires qui revalorisent à la fois le salaire, mais qui permet aussi de pouvoir échanger entre l'ensemble des aides et de prendre en considération aussi l'individu, parce qu'on sait aussi que la personne âgée a besoin d'avoir quelqu'un qu'elle connaît, quelqu'un de confiance, de réassurance. Donc il y a quelques startups qui commencent à penser autrement ces métiers d'aide, mais c'est quelque chose qui doit être pensé aussi à un niveau plus large. On va passer à la dernière slide et au dernier vote. Merci Yanis, super. Alors, 4 choix encore. Vous avez le tourisme, l'alimentation, les rencontres amoureuses ou culture et musée. Qui vote pour le tourisme? Ouais. Ah, un peu plus quand même, très bien. Qui vote pour l'alimentation? Ouais, ça se vaut presque. Rencontre amoureuse aussi, on est presque il était partout. Et culture et musée? Ah, culture et musée quand même remporte. Mélissa, une réaction? Oui, alors ce n'est pas une réaction forcément sur le choix du culture et musée. Tout est un peu connexe en fait. Ce que disait Mathieu tout à l'heure sur les réponses en Occitanie, c'était en fait ces points-là. C'est ce besoin en fait d'aller sur du plaisir pour soi, du plaisir avec les autres et du plaisir, du désir. Et en fait que la vie tout simplement, c'est aussi, je dirais, une forme de bonheur et de lien. Donc en fait les 4 proposent la même finalité qui est d'être ensemble, de faire quelque chose avec les autres et d'être inclus et d'être acteur dans la société en interagissant et en étant dans un lien de plaisir. Jacques Rubio, on ne vous a pas entendu alors. Je pense que ce qui est important, ce qu'on disait à un moment donné au niveau des quartiers. Parce que pour les loisirs, les musées, justement, l'emplacement de ces résidences est très important au niveau des transports en commun et que les gens puissent, le soir ou dans l'après-midi, se déplacer d'eux-mêmes très facilement au niveau d'un théâtre, d'un musée, et donc l'emplacement de certaines manifestations, certaines organisations. Donc il se faisait il y a 20 ans certaines résidences, je dirais un peu à la campagne. Aujourd'hui, c'est
totalement dépassé, c'est vers les centres-villes, vers les quartiers, et pour rester, si possible, dans le quartier où une personne a habité pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans dans ce même quartier, et qu'elle puisse se retrouver avec les musées, les salles de cinéma, les théâtres, et qui soient à proximité et accessibles très facilement. Et c'est vrai que ce que dit Jacques, en tous les cas, il pointe le doigt sur le fait des horaires et du timing, en tous les cas, auquel a lieu l'activité. Le nombre d'entretiens que j'ai pu faire avec des personnes âgées qui avaient plutôt environ 75 et plus et qui réduisent leur activité sociale, tout simplement parce qu'en fait, la chorale a lieu à 19h30 et donc je ne veux plus sortir la nuit. Le fait que je vais aller à un déjeuner, par exemple, mais il va y avoir 5 personnes et je ne vais pas très bien entendre, donc ça va aussi réduire en tous les cas, mon cercle de sociabilité. Il y a un vrai sujet, en tous les cas, aussi à un moment donné, face à nos fragilités de vue, d'audition, de crainte de circulation de nuit, ou tout simplement parce que dans le musée, il n'y aura pas assez, je sais pas, de possibilités de pouvoir s'asseoir à certains moments, ou qu'il va y avoir trop de gens, trop de monde, et donc je vais être freinée aussi dans cette circulation. Il y a vraiment des sujets assez fins, et c'est dans les détails aussi qu'il faut être vigilant, pour toujours, je dirais, pouvoir être là, pouvoir faire et être inclus. Je me permettrai, mais pour aller encore plus dans ce sens, et je suis tout à fait d'accord là, ce qui est dit notamment avec M. Rubio sur la capacité d'agir. Ce qui est le plus important, c'est que que les personnes conservent leur capacité d'agir comme elles souhaitent. Peu importe en fait si derrière c'est faire du tourisme, de l'alimentation, peu importe, ce qu'elles ont eu l'habitude en fait du coup de faire, elles veulent tout simplement pouvoir continuer à le faire. En fait, pas plus loin. Et pour un petit peu illustrer ça, on a fait une petite étude avec le Festival d'Avignon. Je ne sais pas si certains d'entre vous du coup y ont été allés, notamment le OFF. Donc le Festival d'Avignon, en fait, on a vu beaucoup de gens, du coup, ils vont pendant des années. Le off, c'est adorable, c'est génial, mais c'est l'enfer. Le off, c'est quoi? C'est attendre 45 minutes dans une rue où il fait 60 degrés. En fait, il n'y a pas d'ombre, vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas vous asseoir. Et d'un coup, vous rentrez dans une toute petite pièce qui est ultra climatisée, qui est complètement noire, avec 3 marches qui sont mal faites et une petite veilleuse, en fait, du coup, au fond, qui vous éblouit. C'est ça le off, hein. C'est exactement ça. Donc, on leur a fait mettre un simulateur de vieillissement à quelques-uns en fait, et on leur a fait parcourir en fait du coup leur festival. Et donc on leur dit c'est pas compliqué, mais juste quelques chaises en fait du coup, un petit peu d'ombre, d'autres choses, ça bénéficiera à tout le monde. Et toutes ces personnes qui sont allées au festival, qui veulent continuer du coup en fait pouvoir aller sur un festival chaque année, elles vont pouvoir tout simplement le faire. Et en fait, cette capacité d'agir, c'est aussi le sujet du choix. C'est-à-dire pouvoir donner le choix à l'individu de pouvoir y aller s'il en a encore envie, là comme sur le Festival d'Avignon. Mais c'est aussi faire des transformations en termes de petits pas. Parce qu'au final, mettre un peu plus de chaises, mettre 2-3 parasols, ça ne change pas grandement, je dirais, les choses, mais ça change véritablement cette capacité d'agir et de choix. Donc c'est faire attention aux détails, aux petits pas, à ce qu'on peut appeler le nudge. Merci. Alors on va prendre une question ou deux avant la fin. Est-ce qu'il y a une question? Alors, monsieur qui est là. Oui. Bonjour. Ma question porte sur les finances. Est-ce que c'est une population qui est en capacité à avoir des services comme ça et à se les offrir? Alors, il y a la population âgée et la population la plus hétérogène en fait, qui existe. Donc on ne fera pas une solution, un service pour l'ensemble de la population. Par contre, si vous prenez en fait les 50-75 ans, actuellement, c'est en tout cas, et même s'il y a beaucoup d'inégalités en fait, sociales dans notre pays, c'est la frange de la population qui a le plus grand pouvoir d'achat, tout simplement. En fait, vous prenez en fait, les jeunes retraités, les jeunes seniors de coactifs, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir. Alors, bien entendu, avec des grandes inégalités. Et donc, on peut présupposer qu'ils seront plus en capacité finalement de payer en fait, certains services qu'encore d'autres populations. Autre question, monsieur? Oui, dans les solutions envisagées pour la silver economy, il semble qu'il y ait une désertion de la famille. Désertion familiale n'a pas été abordée. Et vous cherchez des solutions où il y en avait avant et qu'on n'utilise plus. Vous n'en parlez pas aujourd'hui.
C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé de la famille, mais le rôle des aidants, c'est 11 millions de personnes aujourd'hui et qui est vraiment très importante. C'est-à-dire que, je dirais, les plus âgés et un certain nombre de plus âgés ne pourraient pas rester à domicile s'il n'y avait pas les aidants qui étaient présents. Et ça pose aussi cette question de comment on redonne le rôle de fils d'eux ou de fille d'eux ou de conjoint à cet aidant qui, au final, s'occupe des tâches administratives, du soin parfois et pléthore d'activités, alors que ce n'est pas en soi son rôle et qui perd ce lien, ou en tous les cas il s'effrite d'une certaine manière, ce lien en fait d'émotion et de présence. Et puis après, sur la frange des jeunes retraités qu'on abordait, il y a malgré tout le rôle des grands-parents. Les grands-parents sont extrêmement présents en termes d'heures de babysitting. Alors il y a aujourd'hui ces baby-boomers qui veulent un peu plus de liberté et moins de contraintes dans la relation, mais on sait très bien que les grands-parents ont un rôle fondamental auprès des petits-enfants et auprès de la garde. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas réellement, et puis on l'a vu avec les relations amoureuses. On a aussi cette envie... Il y a un nouveau rôle aujourd'hui qui se développe, qui est le grand-parent qui n'a pas de relation de sang avec les petits-enfants. C'est-à-dire donc c'est le nouveau grand-parent, nouveau compagnon du grand-parent. Donc la famille a quand même un rôle fondamental, même si on sait qu'il y a un éloignement géographique parfois. On le disait un peu avant de rentrer tout à l'heure, quand il y a cette première migration, en tous les cas ce premier déménagement en entrant à la retraite qui peut arriver, on se rapproche de sa famille. Donc elle a un rôle important à prendre en compte. Dernière question, Madame al micro, et après c'est terminé. Désolée. La question, c'était par rapport à l'information et à l'accessibilité à l'information pour les seniors. Vous nous dites qu'effectivement, ils sont très attirés par le loisir, tout ce qui peut être le tourisme. Aujourd'hui, l'information touristique, de loisirs en général, devient une information uniquement sur les réseaux sociaux, sur l'informatique, et Internet. Or, les seniors, aujourd'hui, ont un réel problème par rapport à cet accès à l'information parce qu'ils ne maîtrisent pas l'informatique. Ce qui veut dire que cette information est sur des réseaux sociaux et des médias lesquels les seniors n'arrivent pas à accéder parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas le gérer. Alors, on nous pousse vers ces médias-là pour donner notre information, mais en même temps, les seniors n'ont pas accès véritablement ou ne le connaissent pas. Et les médias traditionnels papier aujourd'hui disparaissent petit à petit. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent accéder à cette information si la transformation technologique ne leur est pas adaptée? Et monsieur, c'est sur la même idée? J'aimerais bien répondre à madame. Allez-y. Et juste le petit détail aussi, pourquoi on ne met pas des bancs publics beaucoup plus dans la rue pour que les seniors puissent sortir, s'asseoir et profiter? Je ne comprends pas pourquoi. Alors qu'en Espagne, ils peuvent s'asseoir tranquillement. Monsieur va vous répondre. Donnez le micro à monsieur, s'il vous plaît. Merci, madame, de cette question. Alors, juste un mot, vous remercier de faire une exposé sur l'économie, Silver Economy. Sauf, c'est dommage, vous avez traité l'économie privée et publique dans le domaine des charges, combien ça coûte. À aucun moment, vous nous avez parlé de combien ça produit. C'est un peu dommage, puisqu'on commence maintenant à chiffrer ce genre de choses. Moi, je chiffre des productions de la Silver Economy, donc je sais que ça a un sens. Bon, enfin, c'est pas grave, vous l'avez oublié. Ensuite, deuxième chose, c'est vrai, madame, ce que vous dites, ça s'appelle exactement l'électronisme. Électronisme, c'est un mot un peu nouveau qui fait qu'effectivement, nous ne savons pas, enfin, il existe un certain nombre de seniors qui ne savent pas faire ce genre de choses. Donc, dans la partie production, justement, des seniors, notre association, Agir ABCD, qui est une association de retraités, par exemple, nous sommes 2500 en France et à Toulouse 80 personnes. Et depuis 2016, nous organisons des séances de formation des seniors bénévoles, c'est-à-dire gratuitement, pour les former à l'électronisme, c'est-à-dire comment utiliser l'électronique pour faire ses formalités, comment utiliser l'électronique pour acheter de façon sans problème avec sa carte bleue et éventuellement répondre à toute une série de questions sur « j'aimerais bien faire ceci » ou « j'aimerais bien faire cela », donc à la demande. Donc,
il existe bien, je vous rassure, des réponses à votre question. Et j'espère qu'un jour, dans une réunion comme celle-là, on ne parlera pas simplement des charges, mais on parlera également de la production de la silver électronique, de la silver économie. Pardon. Oui, je vais me permettre de faire une réponse en 2 temps. Je vais quand même répondre sur Internet et après sur les bancs. Internet, alors moi je nuancerais quand même le sujet, si je peux me permettre. Il y a quand même certains jeunes retraités et plus avancés qui utilisent Internet et qui savent s'en servir. Mais je dis certains, c'est pour ça que je me permets de nuancer. Un des problèmes, c'est aussi la lisibilité. Vous dites qu'il y a l'accessibilité, mais il y a aussi la lisibilité des offres qui sont proposées. Et on le voit bien, par exemple, sur certains sujets, par exemple, de propositions liées à la mobilité. On a un certain nombre de sujets, mais on n'arrive pas forcément à rendre le sujet lisible, même sur Internet. Et puis, il faut aussi, si on se pose aussi sur cette question du futur, demain, les 60-70 ans sauront se servir d'Internet, en tous les cas majoritairement, et donc ça veut dire que quand ils auront 70-80 ans, ils sauront s'en servir, mais qu'il y aura de nouveaux outils qu'on n'imagine peut-être même pas aujourd'hui qui vont se développer, et donc ça, je dirais, à chaque fois, on ajoute une couche. Et bien sûr, on a peu parlé, malgré tout, quand on parle de consommateurs, mais bien sûr, les plus âgés sont des acteurs. On l'a dit avec cette capacité d'agir assez subtilement, mais c'est vrai qu'ils sont un certain nombre à être bénévoles. Ils sont 450 000 à travailler à la retraite. Ils sont donc pas 11 millions d'aidants, mais dans les 11 millions d'aidants, il y a un certain nombre de retraités. Il y a une volonté de participer socialement. On le voit avec Agir ABCD, on le voit avec Hold Up, on le voit avec ECTI, etc. Et donc, c'est aussi comment, quand on parlait d'inclusion, bien évidemment, je pense qu'on a tous cette idée de comment on arrive à faire société ensemble et dans quelle société nous voulons vivre. Et quand j'en arrive à poser cette question-là, eh bien, j'en arrive de fait à poser la question du sujet des bancs qui a été abordé. Et donc, c'est dans quelle société on veut vivre et dans quelle société, je dirais, inclusive, fraternelle et citoyenne on veut vivre, dans une société où on ne voit pas et on ne veut pas voir le corps âgé, où on le met d'une certaine manière, on le laisse à domicile. Alors, j'utilise des mots un peu forts, mais on le laisse à domicile, on le cloisonne dans des résidences, alors que si on arrive à voir circuler ce corps âgé dans la rue, dans la ville, si on le voit de plus en plus dans la culture, il y a eu un très beau documentaire avec une personne âgée qui était malade qui avait la maladie d'Alzheimer, qui dansait. Je dirais, plus on arrivera à voir dans la culture, dans les médias et dans la ville ce corps âgé, mais à tout âge, c'est-à-dire celui qui a 60, qui a des cheveux blancs, qui en a 75, qui commence à avoir, je dirais, moi je trouve que l'âge a une beauté qu'il faut réussir à voir et à montrer, et plus on arrivera à ça, plus on arrivera à proposer des services, et donc une accessibilité dans des bancs, et que ce n'est pas que les bancs, que ce soit de l'éclairage public, dans la circulation, et bien aussi on arrivera à faire une autre société. Merci beaucoup. Lloyd, tu voulais peut-être merci, merci à vous, merci d'être resté jusqu'au bout et merci donc à Mélissa, Jacques et Mathieu pour leur participation. Moi, je retiens la lutte contre l'agisme.